Mon nom est Gérard Shanks. Je suis l'ancien député de Saint-Henri à l'Assemblée nationale de 1970 à 1976. Je suis né à Montréal, dans Saint-Henri. Mon père était mécanicien de locomotive. Nous avons un nom alsacien d'origine allemande. Nous appartenons à la plus vieille famille d'Haguenau en Alsace, à 12 kilomètres de Strasbourg. Et ma famille faisait partie des barons de Winterstetten. Alors d'ailleurs, les Allemands nous ont consacré des articles dans leurs journaux à cet effet-là. Ma mère est canadienne-française, évidemment, mais elle est née à Fall River, Mass, aux États-Unis, alors que ses parents allaient travailler dans les filatures de coton. Elle est revenue au pays à l'âge de 12 ans. Et elle s'est mariée très jeune avec mon père, qui était un fidèle de Saint-Henri. Tous mes ancêtres viennent de Saint-Henri. Et fait réellement à remarquer, c'est que dans Saint-Henri, Shanks était un nom, à cause du magasin, qui était plus vieux que Dupuis et Frères. Imaginez, notre magasin était extraordinaire, un magasin de meubles qui appartenait à des cousins. Alors, quand je me suis présenté à l'Assemblée nationale, c'était assez étrange parce que j'avais été sollicité par 3 partis. J'avais été sollicité par le Parti libéral, j'avais été sollicité par le Parti québécois et j'avais été sollicité par l'Union nationale. Alors, au point de vue études, j'ai eu des études assez complexes, assez grandes. Mon père insistait beaucoup pour dire que ces garçons devaient être très instruits. Mon père était mécanicien de locomotive et à l'époque, c'était un endroit, là, quasiment un job lucratif parce que ça rapportait énormément d'argent. Alors, mon père nous avait dit, vous savez, votre héritage, ce sera votre instruction. Alors, je suis parti comme je voulais faire un missionnaire franciscain au Japon, à l'époque, que j'avais 14 ans. Alors, je suis parti pour le Collège séraphique de Trois-Rivières pour commencer mes études classiques. Mais malheureusement, je suis tombé malade en éléments latins, je suis tombé malade en méthode, mais je continuais toujours à monter de classe parce que j'avais un bon background. J'avais terminé à l'époque la 8e année qui représente aujourd'hui la 9e année. J'avais terminé. Alors, j'étais plus avancé que les autres élèves, ce qui m'aidait énormément dans mes études. Parti de là, j'ai dû quitter le collège séraphique et je suis parti pour le séminaire de Joliette. Le séminaire de Joliette, ça fut pour moi une éclosion, parce que les clercs de Saint-Viateur, qui sont des instituteurs absolument formidables, ont saisi en moi toutes mes opportunités et ils m'ont demandé à la fin de l'année de faire Figaro dans le Barbier de Séville. Moi qui n'avais jamais fait de théâtre, on me demandait de faire du théâtre. Et j'étais un petit peu très inquiet même, parce que je me disais, j'ai jamais fait de théâtre. Ils ont dit, non, vous allez voir, ça va aller très bien. Ça a été tellement bien que le journal Le Devoir avait écrit à l'époque que pour des amateurs, on avait réussi quasiment quelque chose de professionnel. Alors, nous avons même fait une tournée dans la province de Québec. Nous avons joué 14 fois en tout. Et imaginez qu'immédiatement après, on nous annonce que les élèves devront faire du service militaire. Et moi, qui ai une santé très chancelante, j'en fais part à mon confesseur qui me dit « Gérard, tu veux faire un prêtre? » Je dis « Oui. » « Alors, pourquoi ne rentres-tu pas chez les clercs de Saint-Viateur? Puis après ça, tu feras ton choix. » Alors, je décide que oui, je fais mon noviciat chez les clercs de Saint-Viateur. Et tout de suite après, je dois me diriger vers Rigaud, où je deviens professeur, tout en terminant mes études classiques. Alors, je fais ma belle lettre à ce moment-là, au Collège Bourget de Rigaud, tout en étant clerc de Saint-Viateur religieux, excepté, je fais seulement des vœux temporaires, parce que ma santé est très chancelante. Après ma belle lettre, je dois quitter, je commence à faire une tuberculose des os, et je dois quitter mes études, je dois abandonner mes études. Grâce à mes parents, grâce à mon père et à ma mère, on m'envoie dans les Laurentides où je passe à peu près une année où je refais ma santé. Et je continue mes études en allant au séminaire Marie Médiatrice, qui était un séminaire à Montréal, séminaire diocésain pour les gens les vocations tardives qu'on appelait communément.
Alors, je fais ma rhétorique et de là, je passe au séminaire de philosophie chez les Sulpiciens. Alors, c'était merveilleux parce que j'avais eu les clercs de Saint-Viateur, les franciscains, les Sulpiciens, tous ces gens-là, j'ai trouvé que c'était des formateurs extraordinaires. Quand j'ai quitté, au bout de me filer au 1, mon père décède subitement, à l'âge de 52 ans. Et ma mère me dit, Gérard, il faudra bien que tu cesses tes études parce qu'on va avoir besoin des sous, on va avoir besoin d'argent. Papa n'est plus là pour subvenir. Alors, je décide d'abandonner mes études et je commence à travailler à la Ville de Montréal. J'ai commencé à l'échelon le plus bas. J'étais commis grade A. Ça veut dire en bas de commis grade 1. Et j'ai fait carrière à l'Hôtel de Ville de Montréal où j'ai été 30 ans. Mais pour terminer la série des études, à un moment donné, j'ai décidé de prendre des cours pour aller à Londres et à Sheffield, mais surtout à Sheffield plutôt qu'à Londres. À Londres, c'était occasionnel pour prendre mon doctorat en théologie parce que j'avais toujours dans l'idée de retourner à la prêtrise. Et je me disais que comme je faisais un peu de sous en travaillant, je me disais, bien, là, je pourrais me ramasser de l'argent pour aller passer mon doctorat. Et durant 3 ans, c'est ce que j'ai fait. J'allais une fois par année à Londres et j'avais une entente avec eux. Ils m'envoyaient tout par correspondance et une fois par année, je devais me rendre pour passer mes examens. Et j'ai obtenu comme ça mon doctorat en théologie. Ça a été pour moi un événement assez heureux. J'étais très, très fier parce que c'était un des rêves de ma vie. Mais ma carrière à l'Hôtel de Ville continuait. Je suis devenu à ce moment-là le président du syndicat des fonctionnaires de la Ville de Montréal. Tout de suite après, vice-président de la Fédération canadienne des employés de services publics pour tout le Canada. Président du Conseil de la fonction publique de la région de Montréal pour 55 syndicats, moi qui n'avais jamais fait de syndicalisme. J'embarquais toujours dans des bateaux où je n'avais jamais rien fait. Et je réussissais assez bien. J'étais un peu chanceux. Il y avait Dame Chance m'a réellement aidé. Je suis un optimiste, vous comprenez, et lorsque vous êtes optimiste, tout vous réussit ou à peu près. Il n'y a rien de mal qui se passe, tout est beau, tout est bien. Alors, j'ai encore gardé d'ailleurs cette philosophie de vie. Aujourd'hui, j'ai 75 ans, je m'en vante beaucoup, j'en suis très fier. Je suis très, très actif au Corps consulaire de Montréal. Je suis l'homme le plus actif des 80 consuls qu'il y a à Montréal. Alors, je continue pour ma carrière. Ma carrière, à un moment donné, je suis chez moi. Et un soir, je reçois un coup de téléphone. On me dit, « Monsieur Shanks ». J'ai dit, « Oui, monsieur ». Il est exactement 11h moins 20 le soir. J'ai dit, « Oui, monsieur ». Jean Lesage à l'appareil. Moi, je taquine beaucoup et on me taquine énormément. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui me joue un tour, ça se peut pas. Je ne connais pas Jean Lesage. Je connais de réputation, tout le monde. Je sais qu'il a été ancien premier ministre, mais je ne le connais pas du tout. Et moi, je dis, « Ah, vous êtes M. Lesage. Eh bien, moi, je suis Jean Drapeau. » Et là, il prend sa voix, que je reconnais parce que je l'ai déjà entendue. « Monsieur, je ne badine pas. C'est Jean Lesage. » Oh là là! Que me vaut cet appel, monsieur l'ex-premier ministre? Il m'a dit, « J'aimerais vous rencontrer le 25 juin. » Il me donne rendez-vous sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine face au père dominicain, je me rappellerai toujours. Et c'était à l'étage. Je sonne et en haut, M. Lesage il me répond. Je vois cet homme, ce bel homme tout basané qui arrive du sud. Alors, je lui demande, mais pourquoi vous m'appelez moi? J'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Mais dans ma tête, je me suis dit, comme je m'occupe beaucoup de syndicats, ils vont me nommer sur une commission parlementaire qui regarde les syndicats. Il me dit, vous savez pourquoi je vous ai fait venir? Je dis honnêtement, non. Heureusement que je dis non, parce que je suis assuré que je m'en vais dans une commission parlementaire. Il me dit, on voudrait que vous soyez notre candidat aux prochaines élections. Oh là 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 là! Moi, je me dis, c'était absolument impossible. Moi, j'ai dit non. Alors, j'ai dit non.
Non, 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 non. Là, je suis bloqué, arrêté complètement. Et je dis seulement non, non, non. Parce que mon père m'avait dit un jour, mon petit garçon, si tu veux te garder les mains nettes, n'entre pas en politique. Et imaginez, on me demandait d'entrer en politique. Mais j'ai dit, pourquoi vous me demandez, moi? Dans Saint-Henri, je connais une foule de gens qui veulent se présenter comme députés. Ils sont très connus. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là? Je n'ai jamais fait de politique de ma vie. J'ai toujours été dans les œuvres sociales. À ce moment-là, j'étais président de la Fédération canadienne des employés de services publics, plus j'étais président de la Fédération canadienne des œuvres françaises pour le diocèse de Montréal, ce qui était un poste énorme que je faisais bénévolement. Mais j'ai dit, demandez, je lui nomme des personnes, demandez-les, ils vont accepter. Mais il dit, on ne les veut pas. Pourquoi vous ne les voulez pas? Il dit, on a fait chez vous un survey, et le nom qui revient toujours, c'est le vôtre. J'ai dit, il a été fait où, ce survey? À l'École supérieure Saint-Henri, au cégep, et dans les tavernes. Oh, je pars à rire, hein? Dans les tavernes. C'est le sage. Je n'y ai jamais mis les pieds de ma vie. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, vous apprendrez une chose. Dans votre quartier, c'est là que se parle la politique. Toujours, il me dit, écoutez, je vois que vous êtes un peu bouleversé. Je vais vous donner un mois pour y penser et je vous rappelle. Évidemment, tout ce que je viens de raconter se passait en 69, un peu avant la démission de Jean Lesage. Et lorsque M. Bourassa est arrivé comme futur premier ministre, comme chef du Parti libéral, il a entériné la décision de M. Lesage. Toujours est-il que je n'avais jamais fait de politique, alors je ne me sentais pas attiré vers ça du tout. Et là, je commence à recevoir des téléphones des amis. « Gérard, tu te présentes, félicitations, on est derrière toi, tu vas gagner. » Et là, je trouve que les gens exagèrent beaucoup parce que je n'ai pas encore accepté quand même. Là. Mais j'ai senti qu'il y avait une pression qui se faisait de plus en plus. Un jour, je reçois un téléphone du cardinal Léger. « Monsieur Shanks, j'aimerais vous rencontrer. » Alors, j'ai dit « Sûrement, Éminence. » J'étais très ami avec lui, j'ai dit « Sûrement, avec plaisir. » Je me rends chez le cardinal, puis il m'a dit « Monsieur Shanks, on m'a dit que vous avez été approché pour faire de la politique. » J'ai dit « Oui, Éminence. » Et votre réponse? « C'est non, Éminence. » Et là, il vient rouge comme un coq, fâché. C'est précisément parce que des gens comme vous n'y vont pas qu'on a les gens qu'on ne veut pas avoir. Et j'ai dû partir de là en lui promettant que je me présenterai. Évidemment, il me connaissait bien parce que j'étais dans toutes les œuvres caritatives du diocèse. Et c'est comme ça qu'il m'avait demandé d'accepter. Je ne pense pas que c'était parti pris pour un parti ou l'autre. C'était surtout parce qu'il me connaissait comme homme d'action et puis qui donnait beaucoup de bénévolat. Alors, je pense que c'est pour ça qu'il m'avait approché. Et j'ai accepté à partir de ce moment-là. Ce fut quelque chose d'un peu spécial. Je n'étais pas prêt à la politique du tout. Et par contre, j'ai eu beaucoup de plaisir. Les gens de Saint-Henri, encore pour moi, beaucoup d'estime et beaucoup de vénération que je trouve extraordinaire. On me salue encore partout sur la rue. Les Italiens m'appellent encore Monsieur le député. Et imaginez, j'ai quitté depuis 76, excusez. Depuis 76 et je suis toujours Monsieur le député. Mais j'ai gardé un bon souvenir de tout ça. C'est pas toujours facile, la vie politique, vous savez. Mais dans l'ensemble, j'en suis assez fier. Je devais être seulement pour 2 termes parce que la Ville de Montréal m'avait prêté pour 2 termes. C'est-à-dire que j'avais le droit de faire 2 termes, mais si je ne revenais pas à l'Hôtel de Ville, j'avais 28 ans de service. Si je ne revenais pas à l'Hôtel de Ville, je perdais ma pension que je pouvais avoir à 30 ans de service. Et la pension des parlementaires à l'époque était tellement minime, elle n'était que de 4 500 $ par année, alors que celle de fonctionnaire municipal après 30 ans était de 16 400. Alors, il n'y avait pas de doute, je retournais à la fonction municipale
pour avoir ma pension d'abord, et puis d'autant plus que la pension, je n'aurais pas pu vivre avec la pension du gouvernement provincial. Toujours est-il que c'est ainsi que j'ai fait de la politique durant 6 ans et 6 mois, à côté de Robert Bourassa. Et je garde d'excellents souvenirs, entre autres, une chose que je me rappelle de Robert Bourassa. Un jour, je reçois un groupe du club Optimiste, excusez. Je reçois un groupe du club Optimiste et le président, dans un geste de bonté incroyable, décide de donner au premier ministre une paire de boutons de manchette qui valent 2,50 $. Et Robert Bourassa, de magnifiques boutons en or, vous savez, Robert enlève les boutons, il arrive pour les donner au président, et moi, je les prends. Je dis, Monsieur le Premier ministre, c'est à moi, parce que c'est moi qui les reçois aujourd'hui. Alors, lui, vous donne les boutons, et moi, je garde. Un jour, j'ai une réception chez Mme Bourassa avec tous les autres députés. Elle me dit, Gérard, est-ce vrai? Vous avez des boutons de manchette de Robert? J'ai dit, oui, André, sûrement. Mais comment se fait-il? Le chameau, c'était son cadeau de fiançailles. Alors, j'ai dit, mais je vais vous les remettre immédiatement. Elle me dit, non, tu dois les garder. Sauf que je te demande, par testament, que tu les lègues à mon fils François. Alors, j'ai les boutons de manchette des fiançailles de Robert Bourassa. C'est un beau souvenir. Je suis donc député de Saint-Henri, mais être député de Saint-Henri, c'est être député de tous les jours. Je me promène sur la place publique. Je vends ma voiture la première année parce que je leur avais promis de vendre ma voiture pour pouvoir les rencontrer. Si je suis toujours en voiture, je ne verrai pas mes électeurs. Le lendemain de mes élections, les 2 fois, j'ai parcouru tout le comté à pied, j'ai salué tout le monde. Les gens étaient sur les balcons jusqu'au 3e étage. Surtout ma première élection, ça a été la folie furieuse. Seulement le cortège, il y avait 500 voitures dans le cortège. Quand nous sommes arrivés après avoir fait tout le tour du comté, la première voiture arrivait dans laquelle j'étais et la dernière partait pour faire... C'était quelque chose d'inouï. Ça avait été de toute beauté. Et j'étais horrifié, j'avais peur comme tous ces gens-là. Ils étaient en délire et je n'étais pas habitué à ce genre de contact si familier. On s'arrachait quasiment mes habits, on me portait en triomphe, on me demandait qu'est-ce qui leur prenait. Ça a été toute une histoire parce que Saint-Henri a toujours été un comté assez profondément libéral. Et là, ils avaient changé pour l'Union nationale, mais ça n'avait rien donné. Et assez étrangement, tous les Italiens qui avaient voté pour Martellani ont décidément changé de côté et ont voté pour moi plutôt que pour Martellani. D'ailleurs, le soir des élections, ils étaient devant sa demeure et lui disaient ceci, c'est nous qui t'avons placé là et c'est nous qui t'avons délogé. Alors, il y a eu un engouement, une frénésie que j'ai encore de la difficulté à comprendre, mais je comprends parce que on revenait, si vous voulez, aux sources, ni plus ni moins. On l'a dit, on a toujours été libéral, on redevient libéral. J'ai un comté excessivement sympathique. Les gens, il faut les connaître, vous savez, je les aime beaucoup parce que j'ai fait mes études primaires dans Saint-Henri jusqu'à la 8e année. J'étais allé à l'école de Lévis à Villemort parce que mes parents, à un moment donné, sont déménagés de Saint-Henri à Villemort. Alors, comme mon comté de Saint-Henri était Villemort, Côte-Saint-Paul, Saint-Henri et une partie de Notre-Dame-de-Grâce, alors c'était tout mon coin en réalité. Et ma mère, qui s'était mariée à Villemort, j'étais réellement un enfant du coin, tout le monde me voyait comme tel. Alors, tous les lundis soirs, je faisais du bureau. Et ce bureau-là, il y avait un monde fou. Je me changeais une liasse de billets de banque, là, des petits, des 5, des 10, des 20. Et là, parce que les gens venaient et ce n'était pas... À ce moment-là, vous savez, ils avaient réellement besoin. Il n'y avait pas toute cette aide qu'il y a avec la sécurité sociale qu'il y a aujourd'hui. Alors, les gens venaient parce que le petit n'avait pas de chaussures, il fallait du lait, il fallait des choses comme ça. Et je donnais de l'argent à mes électeurs.
Je peux vous dire une chose, c'est pas là que je me suis enrichi. Je sais pas si vous le savez, je suis sorti avec rien de là, mais je m'en suis enrichi. Moralement, c'est une des belles expériences de vie que j'ai vécues. Un soir, je suis dans mon bureau et j'entends « paf ». Je sors, je dis « qu'est-ce qui arrive ?» Je sors, je regarde tous les gens qui sont assis, les autres debout. Je dis « qu'est-ce qui se passe ?» Une dame me dit « ne vous inquiétez pas, là, tout est sur contrôle. » Lorsque la dame arrive à son tour, après une dizaine de personnes qui étaient passées, je dis « qu'est-ce qui s'est passé? » Elle dit « il y a un monsieur à qui vous avez donné 10 $. Il est sorti en tempêtant disant qu'il voulait avoir 20 $. Alors, vous comprenez, je lui ai mis ma main sur la gueule. Alors, je remercie la dame, vous savez, mais j'ai dit à l'avenir, il ne faut plus faire de choses comme ça. Il faut les laisser parler, Alors, il m'arrivait toutes sortes de choses. J'ai eu un plaisir fou. J'ai été député avec tous les tracas que j'ai eus. Dans Saint-Henri, il y en avait. C'était pas un quartier riche, je vous assure. Je pense que c'est un peu mieux maintenant parce que j'ai vu, il y a de nouvelles propriétés qui se sont installées, on a des condominiums maintenant, les usines sont parties, on en a fait toutes sortes de bâtiments où il y a des petits bureaux, où il y a de la petite et moyenne entreprise. C'est sûrement amélioré depuis les années 70. Mais ce n'était pas facile, mais j'ai toujours aimé ça. Ça m'a toujours plu et j'aimais les gens qui m'aimaient beaucoup. Je dois dire avec beaucoup peu d'humilité, les gens m'aimaient beaucoup. Et moi qui étais en quête d'amour, d'affection, parce que je voulais me faire missionnaire, j'y trouvais une sorte d'équivalent. Je trouvais ça très beau, je trouvais ça très noble. Et même avec tous les problèmes que j'ai connus avec les fonctionnaires, entre autres, qui, en certains cas, m'ont énormément aidé. Parce que je connaissais la filière, quoi. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai été président du syndicat des fonctionnaires et toutes ces choses-là. Alors, je connaissais beaucoup. À l'époque du syndicalisme, au tout début, le syndicalisme avait sa raison d'être, pour moi, plus qu'aujourd'hui. Parce qu'à cette époque-là, le patron était patron. Il était patron très dur. Et n'oubliez pas, moi, j'ai commencé à travailler avec tous les diplômes que j'avais. J'étais bachelier SAR, j'étais licencié en sciences politiques, section politique et diplomatie. Je suis devenu après ça docteur en théologie. Avec tous mes diplômes, j'ai commencé à la Ville de Montréal à 5 $ par jour. Alors, imaginez, on n'était pas payés. Les fonctionnaires n'étaient pas payés. Des salaires de famine. Excepté, on avait une stabilité, on ne pouvait pas perdre notre emploi, on avait une sécurité. Alors, une foule de gens entraient comme fonctionnaires pour pouvoir être assurés d'avoir une sécurité pour le reste de leur jour. Mais je comprends qu'aujourd'hui aussi, c'est que de la faiblesse qu'ils étaient, sont passés à une force extraordinaire où ils ont la balance du pouvoir. Et ce que je trouve dommage, c'est que le balancier va soit à gauche, soit à droite, et il est à peu près temps qu'il y arrive dans le milieu de façon normale. Parce que le balancier, quand on lui donne une poussée, il va au bout, ou à gauche ou à droite. Et quand il se place de lui-même en plein milieu, il fait son tic-tac régulier, et j'espère qu'un jour, on retrouvera l'équilibre normal. Alors, je dois vous parler, évidemment, je ne l'ai pas fait à date, là, de le temps que j'ai passé avec Robert Bourassa. J'ai connu Robert Bourassa de façon assez intime, comme à peu près tous les députés de l'époque, mais à chaque fois, je me rappelle, à l'Assemblée nationale, comme je disais, « Monsieur le Président », et là, M. Lavoie disait « Je reconnais l'honorable député de Saint-Henri », c'est ce qui ne se fait plus. Et là, Robert Bourassa descendait, venait s'asseoir à côté de moi, et les députés me disaient à l'époque « Gérard, qu'est-ce que tu lui as fait au premier? À chaque fois que tu parles, il vient t'écouter. » Parce que j'avais beaucoup d'humour dans mes textes, puis Robert aimait beaucoup, il me demandait toujours mes textes après. Un jour, il me fait venir. Je suis réélu très facilement en 1973 en augmentant ma majorité.
de 1500 voix et j'ai oublié de vous dire que la première fois, j'avais eu la plus grosse majorité depuis 20 ans dans le comté. Alors Robert m'a fait venir à son bureau et dit « Gérard, tu sais, je n'ai pas pu te nommer ministre. Il y en avait trop dans la région de Montréal, il fallait que j'en nomme un peu partout dans la campagne, dans tout le reste du Québec. » Alors il m'a dit imagine que le maire Drapeau a décidé de réouvrir Terre des Hommes. Nous sommes en 73, je viens d'être élu. Il me dit, je te nomme pas ministre, mais je te nomme commissaire général à Terre des Hommes et Hydro-Québec et le gouvernement du Québec vont mettre chacun 500 000 $ pour la réalisation de ce pavillon qui s'appelait L'Homme et son environnement. Alors, j'ai passé des mois absolument agréables. C'était durant l'été. J'ai passé des mois absolument agréables. J'ai reçu d'éminentes personnalités, dont Mme Indira Gandhi. Et nous sommes devenus très amis. Je suis devenu ami avec Rajiv, son fils, et maintenant avec la bru. Rajiv est décédé, il a été assassiné, tout comme sa mère. Et je garde de cette visite extraordinaire. Jean Drapeau me dit ceci. Il dit, on voudrait que l'Inde vienne l'an prochain, en 1974, à l'exposition internationale qui est réouverte. Et il dit, je ne peux pas la décider. Alors, à la fin de la visite, le maire Drapeau est dans la 16e voiture. Je reçois tous les dignitaires et ses paroles de préséance. Et comme c'est le gouvernement du Québec, c'est le gouvernement du Québec, du Canada, tous les dignitaires. Et comme il connaît très bien le site, au lieu de passer par en avant à la biosphère, il passe par la porte de côté au moment où j'arrive avec Mme Gandhi. Puis il dit à Mme Gandhi, si vous vouliez, Madame, je vous ferai faire le tour sur le petit chemin de fer, là. Je vous ferai faire le tour pour que vous puissiez voir l'expo. Mme Gandhi me dit, elle regarde ses gardes du corps, on lui dit, non, 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 c'est trop dangereux. Mme Gandhi me demande, qu'en pensez-vous, M. Shanks? Bon, j'ai dit, vous savez, il n'y a aucun danger, il y a beaucoup de sécurité. Si j'étais vous, j'irais. Alors, elle dit, si vous me dites, très bien, j'y vais. Alors, elle monte avec Jean Drapeau, un petit funiculaire, là, qui se promenait partout, là. Alors, ils ont fait le tour, et quand elle est descendue, elle était très, très contente, et on a eu ensemble, j'ai à peu près 35 photos seules avec Mme Gandhi. Ça a été une rencontre extraordinaire. C'est une femme, elle était brillante, intelligente. Vous savez qu'on l'a assassinée parce qu'elle voulait qu'on arrête de faire des enfants en Inde. Vous savez, ils sont déjà 800 millions, ils vont dépasser le milliard très bientôt. Et ça a été quasiment pour certains, dont les Sikhs à l'époque, c'était quasiment un crime de dire qu'il ne fallait plus avoir d'enfants. Madame Gandhi était en avant de son temps, une femme excessivement brillante, très sûre d'elle-même, et elle était habillée avec un sari magnifique dans les teintes de mauve. J'ai ces photos avec elle au moment où elle fait la première pelletée de terre. Je lui avais demandé de planter un arbre sur le site, un arbre de l'amitié, et nous sommes toujours restés des amis depuis ce temps-là. Et lorsque j'ai été commissaire général à Terre des Hommes, ça m'a permis de rencontrer une foule de personnalités. Mais il faut dire qu'avant, j'avais un peu l'habitude, parce que pour l'Expo 67, j'étais au protocole. Et le maire Drapeau m'avait demandé de m'occuper beaucoup de lui. Je n'étais pas le chef du protocole proprement dit. J'étais au protocole, mais le chef était pris dans les activités d'organisation. C'était M. Bergeron, et je dois dire, il me donnait énormément de terrain. Toutes les choses que le maire ne pouvait pas faire, on me demandait de les faire. Un jour, le maire reçoit, en 1966, il reçoit un groupe, tous les présidents des compagnies d'aviation du monde entier. Il me dit, c'est une chose tellement importante parce qu'on réussira l'expo en autant que ces gens-là embarquent dans le jeu. Toujours est-il que le maire me dit, je ne peux pas envoyer un fonctionnaire, je vous fais maire pour un soir. Mais j'ai dit, monsieur le maire, il y a les élus, vous avez des pro-maires. Non, 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 avec vous, je suis assuré. Et là, il me fait prêter serment comme maire de Montréal.
vous êtes maire de Montréal de 6 heures à minuit, me dit-il. C'est unique dans l'histoire. Il n'avait pas le droit de le faire, je le sais. Et personne ne l'a jamais su. C'est la première fois que je confie à la caméra cette chose-là, parce que personne ne le sait. C'est un secret entre le maire Drapeau et moi-même. Mais maintenant, on peut, après tant d'années, c'est en 66, imaginez, alors il n'y a plus aucun problème. Toujours est-il que la réunion se passe avec le président. Magnifique. C'était à l'ancien Windsor. Très belle réception. Le maire Drapeau y avait mis le paquet. Ça a été grandiose et tout a marché sur des roulettes et tout le monde m'appelait Monsieur le maire gros comme le bras. Alors, toujours est-il, le maire a eu d'excellents échos après. Et un jour, il me dit également, écoutez, j'ai le plus grand journaliste du Japon qui passe à Montréal et ce journaliste, s'il écrit quelque chose de bien dans son journal, nous allons voir des Japonais de façon extraordinaire. Alors, je lui dis, j'ai dit, pour combien de temps? 10 jours, oh là là! Être avec quelqu'un 10 jours, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Une journée ou deux, ça va bien, mais 10 jours... Et là, quand j'avais des visiteurs de marque comme ça, j'essayais de les faire parler pour leur dire qu'est-ce qu'ils aimaient le plus. Il me dit, j'aime le bowling. Et je suis un champion de bowling. Et à ce moment-là, je suis grand chevalier des Chevaliers de Colomb à Villemort. Nous avons 16 équipes de bowling. Je dis à mes gens, j'ai dit aux chevaliers, écoutez, on a un champion de bowling. Ce soir, ça ne compte pas pour les points. Vous faites des dallos, vous manquez votre coup pour qu'il arrive le premier. Et puis, j'avais fait faire un trophée grand comme ça, marqué champion. C'était écrit déjà quand je lui ai présenté. À la fin, on lui fait une gloire épouvantable. Et puis, il reçoit le trophée. Ce soir-là, c'est lui le champion. On était tout organisé pour qu'il soit le champion. Fait que le maire le reçoit avant son départ et je suis là. Puis le maire lui dit, qu'est-ce que vous avez aimé le plus à Montréal? Et dans son magnifique japonais, il dit Zei Shanks. C'était Gérard Shanks qui avait aimé le plus à Montréal. Et là, le maire Drapeau en était quasiment choqué. Il s'attendait qu'il était pour dire ou l'église Notre-Dame ou l'oratoire Saint-Joseph ou des choses comme ça. On avait tellement eu de plaisir. Alors, c'est une partie de ma vie que j'ai eue au protocole et à Terre des Hommes comme commissaire général. À partir de 1976, je ne me représente pas. Il me reste 2 années à travailler pour la Ville de Montréal. Je suis plus ou moins sur une tablette. On me garde parce que ma pension s'en vient, mais on ne veut pas me donner de grands postes pour pas décoller quelqu'un de là et qui sont des pères de famille, et j'accepte tout ça. Ce n'est pas facile, mais j'accepte tout ça. Et lorsque je tombe à ma retraite, mon anniversaire tombe le 15 novembre, j'ai 55 ans le 15 novembre. Le 2 décembre suivant, 2 semaines après, j'ai 30 ans de service. Alors le 2 décembre, je prends ma retraite à 55 ans. Et là, je suis libre comme l'air. Je décide de repartir pour la gloire. On m'appelait souvent Don Quichotte. Alors, je me battais contre les moulins à vent, mais les moulins à vent ont rapporté beaucoup d'argent. J'ai, par exemple, à la demande du cardinal Gerlier, qui était primat des Gaules, l'archevêque de Lyon, le cardinal m'avait demandé, après la guerre 39-45, il m'avait demandé si je ne pouvais pas aider à bâtir un orphelinat. Et c'était très délicat. Le cardinal Léger m'avait envoyé une lettre, me dit, vous savez, il est toujours délicat de placer une organisation sous le patronage d'un cardinal étranger. Toujours est-il que j'organise à la paroisse de l'Immaculée Conception une immense partie de cartes. Il y avait 2000 personnes, des prix, on faisait tirer des frigidaires, des radios, tout ce qu'on peut imaginer. Et j'ai fait une collecte de fonds et ça a permis de bâtir cet orphelinat de Lyon. Il y a aussi eu, à ce moment-là, je faisais partie de clubs sociaux. J'étais justement au Kiwanis Saint-Laurent, le Kiwanis Saint-Laurent qui a ses assises au Ritz à Montréal. Et on m'a demandé, j'ai rencontré Mario Borelli. Mario Borelli, c'est celui qui a bâti à Naples pour les Scognesi. Les Scognesi, ce sont les enfants de la rue. Ce sont des enfants qui couchent sur les trottoirs. Et ces enfants-là sont nés de mères, de filles mères et de marins.
Alors, ils n'ont pas de parents. On les appelle les Scoonédis, les inconnus. Alors, il vient à Montréal pour faire une levée de fonds. Et là, je le promène partout dans tous les clubs sociaux. Et nous avons bâti une aile là-bas qui existe encore à Naples, l'aile du Canada pour les Scoonédis de Naples. Là, je suis devenu ami avec des patriarches. Les patriarches, je ne sais pas si vous connaissez exactement, les patriarches, ce sont des popes, ce sont des papes dans leur religion. Alors, je suis devenu ami avec Sa Béatitude Stéphanos Ier, cardinal Sidarus, patriarche copte d'Alexandrie d'Égypte. Il est venu 2 fois à la maison chez moi. Je faisais des levées de fonds pour eux et une fois par année, encore aujourd'hui, le jour de Pâques, j'envoie sur la place publique à Minia, en Haute-Égypte, de la viande et c'est le seul moment où les gens mangent de la viande en Égypte. C'est une entente que j'ai conclue avec eux depuis des années. J'ai connu également, qui est venu chez moi aussi, Sa Béatitude Maximus V, patriarche d'Antioche, d'Alexandrie, de Jérusalem et de tout l'Orient, qui était le patriarche Melkite. Il m'a fait même lieutenant de son ordre pour le Canada lors de la Sainte-Croix de Jérusalem. Et pour lui, j'ai fait également des levées de fonds. Et le dernier patriarche qui est venu chez moi, c'est sa béatitude, il y a eu Stéphanos Ier, Maximus V et Ignace Antoine II Hayek de Syrie, le Syriaque, qui lui vient de Damas en Syrie et qui est venu également pour faire une levée de fonds. Alors, le Vatican m'a dit que j'étais le seul homme, pas un évêché, pas un cardinal, a reçu dans sa maison 3 patriarches, et moi j'ai reçu 3 patriarches. La première fois que j'ai reçu le premier patriarche, il faut dire une chose, je quittais la politique, et c'était en 1976, et j'avais demandé à Robert Bourassa de me prêter la limousine, parce que j'avais pas une voiture assez noble pour qu'il puisse à ce moment-là recevoir le patriarche. Alors, le Robert m'avait prêté la limousine et le patriarche est arrivé chez moi avec toutes les motocyclettes, les sirènes, on avait bloqué les rues. Et moi qui adore les spectacles, j'avais trouvé ça extraordinaire. Ça m'avait plu beaucoup, beaucoup. À un moment donné, je reçois un avis pour une réception à la basilique Saint-Patrick. Je suis invité à venir rencontrer le cardinal Subirbicare de Rome. Mais je n'étais pas le seul invité, nous étions quelques cent invités, alors je trouvais ça normal qu'on m'invite. Et l'évêque auxiliaire de Montréal lui a dit au cardinal qui est présent, l'évêque Subirbicare de Rome, il dit « C'est ce monsieur-là qu'il nous faut comme président ». Moi, je ne sais pas, on m'a raconté la chose après. Alors, on dit après, à la réception, on dit, on voudrait, on va ramasser quelques personnes, puis on va faire un petit meeting dans une des salles à Saint-Patrick. Et je me ramasse dans cette salle avec le cardinal, avec l'évêque auxiliaire. Et là, on m'a dit, Monsieur Schenck, le Saint-Père a des problèmes à Castel Gandolfo. Je dis, oui. Ah oui, vous savez, le Saint-Père, à Castel Gandolfo, tous les Italiens du Sud montent vers Castel Gandolfo et s'installent autour. Ce sont les communistes. Et ils sont en train d'encercler Castel Gandolfo. Alors, le Saint-Père voudrait faire une sorte de petit centre dans lequel il y aurait une chapelle, un orphelinat pour enfants, puis un hospice pour vieillards. Alors, il dit, il faudrait une levée de fonds. Vous seriez nommé coprésident exécutif du Fonds Jean-Paul II d'Amérique et il faut faire une levée de fonds pour construire ceci. Le Saint-Père vous donne 5 ans pour ramasser 600 000 $. Comme j'avais été président du Club du Vendredi et du Club de la Place d'Armes, dans lequel club se trouvaient pratiquement tous les présidents de banque et présidents de compagnies d'assurance autour de la Place d'Armes, je connaissais énormément de gens. Alors, j'ai commencé ma campagne. Non seulement je l'ai commencé, mais je l'ai terminée au bout de 3 ans et j'avais ramassé 1 million. À ce moment-là, le Saint-Père décide de me donner la plus haute décoration de l'Église catholique. Il me fait commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.
Nous sommes une dizaine de Canadiens qui l'avons au pays. Et l'évêque de Montréal, qui est Monseigneur Grégoire à l'époque, il n'est pas cardinal, on lui demande de donner une lettre comme quoi il approuve cette nomination. Et l'évêque de Montréal, Monseigneur Grégoire, dit « Je ne peux pas. Les évêques canadiens sont contre ces promotions maintenant, depuis le Concile. » Monseigneur Casaroli, qui est secrétaire d'État numéro 2 au Vatican, se promène avec le Saint-Père dans les jardins du Vatican, puis lui dit « Très Saint-Père, vous voulez décorer M. Shanks, mais son évêque ne veut pas donner une lettre d'approbation. » Et le pape se fâche. Je l'ai eu de Casaroli, qui me l'a raconté. Non seulement je le fais chevalier, je le fais commandeur, qui était un grade plus haut. Et c'est comme ça que je suis devenu commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. Et j'ai fait faire mon habit chez le tailleur du Saint-Père à Rome, chez Gamarelli, et je porte les costumes, vous savez, que portent les gens de l'Académie française, tout galonné de fil d'argent et tout. Évidemment, je le porte très rarement. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on ne porte pas ça tous les jours. C'est très, très rare, seulement des cérémonies exceptionnelles. Toujours est-il que c'est un des grands honneurs que j'ai reçus. J'ai reçu aussi, j'ai reçu le prix de mécène des arts au Canada par le gouvernement du Canada. J'ai commencé à donner, j'étais un collectionneur de tableaux. J'ai commencé à donner des tableaux dans tous les grands musées du Canada. Alors, en 91, le gouvernement du Canada a créé le prix L'Escarbot. L'Escarbot, c'était ce bonhomme qui, au Québec, a commencé ensemble en Nouvelle-France d'instituer les arts. Alors, le prix s'appelle le prix L'Escarbot. Alors, en 92, j'ai reçu le prix L'Escarbot à titre de mécène des arts au Canada. L'an dernier, j'ai reçu de la main du gouverneur général, par l'entremise de Mme Thibault, le lieutenant-gouverneur, le Act of Thanks, qu'on appelle en anglais, en français on appelle Acte de grâce. C'est pour me remercier pour tout ce que j'ai fait pour l'Association ambulancière Saint-Jean. Alors, je suis comblé de gloire et de mérite. J'adore ça, je ne le cache pas. Par contre, je suis chanceux parce que je dis que dans la vie, beaucoup de gens ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait autant de choses que moi. Il y a des gens qui ont fait plus de choses que moi. Et ce qui est pénible, souvent, ne sont pas reconnus, ce qui n'est pas mon cas. Je suis grand maître de l'ordre de Sainte-Catherine du Mont-Sinaï d'Égypte, qu'on appelle le Petit Prix Nobel de la paix. Alors, je suis allé décorer Sadat en Égypte quand il a fait œuvre de paix. Et un jour, je lis dans les journaux que le président du Togo a séparé deux peuples belligérants en se promenant en pirogue sur une rivière. Et je décide d'aller décorer le président du Togo. C'est en octobre 84. Et je vais décorer le président. Mais là, à mon arrivée, il y a 51 pays à l'époque en Afrique. Alors, il y a 50 pays qui sont représentés officiellement. Le secrétaire général adjoint des Nations unies, qui est un Africain, est présent. Tout le monde est présent. Et de l'aéroport aller jusqu'à mon hôtel du 2 février, l'hôtel gouvernemental, tout est pavoisé. On fait une cérémonie que je ne m'attends jamais, quelque chose de grandiose. Il y a la décoration du président. Je le fais chevalier de collier. Et évidemment, il n'y a pas de frais. Je paie mes dépenses, je paie tout. Le collier, je le lui donne en cadeau. Le président est très heureux de ça. Et toute l'Afrique l'a su. J'ai fait une tournée d'Afrique en ce moment-là pour aller rencontrer des présidents. Et je me suis rencontré notamment au Niger. Je suis allé voir le président Kounché, qui est un des plus grands présidents que l'Afrique ait jamais eu, qui était un homme de foi, un homme de travail, qui a travaillé pour son peuple. Il est mort malheureusement très jeune, cancer, il avait dans la cinquantaine, cancer du cerveau. Il a été opéré à Paris d'urgence, mais malheureusement, il est décédé. Alors, j'ai fait cette tournée et nous sommes toujours, comme j'ai dit, en 84. En 88, je reçois un téléphone. Le président du Togo aimerait que vous ayez une entrevue avec son nouvel ambassadeur. Je me rends à la réception à Ottawa du nouvel ambassadeur
Il me dit, « Monsieur Schenck, si vous aviez quelques instants, j'aimerais qu'on se parle un peu à l'écart. J'ai un message pour vous de la part du président. » Très bien. Alors, on trouve un moment donné, on se retire à l'écart et il m'a dit, j'ai quelque chose à vous demander qui est très délicat. Tout le monde me dit que vous êtes tellement occupé que vous allez refuser, mais le président me demande d'insister. Je me demande de quoi il s'agit. Alors, il m'a dit, le président voudrait que vous soyez notre consul honoraire du Togo. Et puis, je sais que tout le monde me dit que vous allez refuser. Je dis, non, j'accepte. Pardon? Mais oui, j'accepte. Ça me plaît. Je veux être votre consul honoraire. Il a failli perdre connaissance. Il n'en croyait pas ni ses yeux ni ses oreilles. Alors, j'ai accepté d'être... Mais il faut pas oublier, ma nomination a été faite comme ceci. Elle est tellement étrange, il faut en parler. J'ai décoré le président en 84, en octobre. Ma nomination est le 11 mars 88. Il s'est passé toutes ces quatre années-là. Et là, à cause qu'on avait refusé un candidat pour devenir consul honoraire, le président se cherche un nouveau candidat, mais surtout là, il ne faut pas qu'il y ait de gaffe parce que c'est très mal vu le fait que le président avait approuvé une nomination d'un homme dont le Canada a refusé la nomination. Alors il m'a dit, vous savez là, le monsieur qui est venu me décorer, il ne se rappelait même pas de mon nom, ça nous ferait un bon consul. Essayez de le contacter, trouvez-le, je veux qu'il soit notre consul. Alors, c'est comme ça que l'ambassadeur m'a demandé de devenir consul. Qu'est-ce que peut faire un consul? Tout le monde me demande qu'est-ce que ça fait un consul. Alors, un consul, c'est celui d'abord officiellement qui représente le pays pour lequel il est nommé. Alors, il n'y a pas de réception à Montréal qui se fasse sans que j'assiste au nom du Togo, évidemment. J'assiste à toutes les réceptions qui se donnent à Ottawa, chez le gouverneur général, chez le premier ministre, les réceptions officielles qui regardent évidemment celles de mon pays. J'assiste également à Québec, au Parlement, lorsqu'il y a des cérémonies très spéciales ou chez le lieutenant-gouverneur. Je suis consul, ma juridiction est le Québec et le Nouveau-Brunswick. J'ai refusé l'Est du Canada parce que je veux d'abord vous assurer qu'un consul honoraire, c'est un homme qui n'a pas d'honoraire. Ça veut dire que je ne fais pas un sou, je paie tout de ma poche, et croyez-le ou non, c'est un peu dispendieux. Si vous pensez à la carrière, pensez-y 2 fois, et si vous êtes marié, consultez votre épouse. Parce que vous pourriez peut-être pas lui acheter le prochain manteau de fourrure. Toujours est-il que c'est une vie extraordinaire. Je dois m'occuper des banalités aussi. Des étudiants qui viennent me voir. Ils ne sont pas nombreux. Les Togolais ne sont pas très nombreux. Ils sont à peu près une 50aine au pays, surtout basés au Nouveau-Brunswick, à l'Université de Moncton. Et ils ont besoin d'aide, alors il faut les diriger. J'ai les gens qui veulent aller mettre de l'argent dans des usines en Afrique, des gens qui essaient de faire du commerce avec l'Afrique. Alors, je dois avoir en somme, tout ce que mon petit pays, parce que c'est un petit pays, en Liséré étroit, qui part de la mer et qui monte en Liséré, et ce petit pays n'a que 4 millions d'habitants. Par contre, autosuffisant, c'est-à-dire que ce pays se produit lui-même toute sa nourriture, il n'a pas besoin d'avoir de l'aide de l'extérieur, et il n'a pas beaucoup d'aide de l'extérieur, notamment du Canada, parce que nous sommes autosuffisants et nous dépassons juste un peu la marginalité qui nous permet de ne pas avoir nécessairement besoin des gouvernements. C'est un pays où les gens très disciplinés, parce qu'avant la guerre de 14-18, ça appartenait, c'était hégémonie allemande, et après la guerre de 14-18, ça passait à l'hégémonie française. Ils ont gardé de l'hégémonie allemande, ils ont gardé la propreté. Vous pouvez manger par terre dans les rues, alors que quand vous partez pour les autres pays voisins, vous voyez que ce n'est pas tout à fait exact comme ça. Le Togo est un pays d'une propreté extraordinaire. Ce sont des travailleurs, des bons travailleurs à part de ça.
La terre, ils en tirent profit au possible. Et c'est un peuple très chaleureux. Et j'ai beaucoup d'affinités avec eux parce que je trouve qu'ils sont un peu comme les Canadiens français. Ils sont très, très joviales, ils aiment le plaisir, ils sont d'une affabilité, ils sont aimables, ils ont un paquet de quantités qu'on trouve chez les Canadiens français. Vous savez que notre hospitalité est unique au monde. Les Canadiens français, surtout quand on parlait dans nos campagnes, vous arriviez dans une maison, il fallait tout de suite s'asseoir, puis il fallait manger, puis il fallait prendre quelque chose, puis on fait encore ça aujourd'hui. Et quand un quêteux passait à la campagne, qui quêtait au nom du bon Dieu, et évidemment, non seulement on lui donnait de l'argent, mais on lui donnait des vivres, puis il devait manger à la table. Alors, ils ont gardé cette hospitalité que nous avons. C'est un peuple que j'aime beaucoup. Comme conclusion, j'aimerais vous dire que la vie politique est très intéressante. Et ceux qui y sont appelés, s'il vous plaît, répondez à l'appel, je vais vous dire pourquoi. Vous y trouverez des moments difficiles. Mais vous y trouverez également des moments extraordinaires. Vous êtes au service du public. Évidemment, présentement, on connaît l'étoile. Vis-à-vis les politiciens, les gens ne sont pas tellement favorables. C'est parce qu'ils ne les connaissent pas. S'ils connaissaient tout ce que le politicien fait, les heures de travail qu'il y met, son propre argent qu'il y met, il verrait que ce n'est pas une sinécure que d'être politicien, c'est un service public. C'est réellement une vocation. J'ai voulu faire un prêtre. Par la grâce de Dieu, je ne l'ai pas été. Qu'est-ce que vous me voulez ailleurs? J'ai fait de la politique. Je pense que j'ai accompli ma mission. Merci.